Alors, est-ce que ça marche? Je crois que c'est bon. Ok, bon c'est bon, normalement ça marche. Alors dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien ou pas. Normalement ça devrait être bon. Ok. Bon Je pense qu'on va commencer maintenant, hein. On est une bonne centaine là. Hop. Ok, ok. Alors très bien. Bon bah du coup voilà, donc on va faire ce premier cours de statique à distance sur Twitch. J'ai pas mal de trucs à vous dire au début, j'ai pas mal de trucs à vous de quoi vous parler pour la présentation du cours dans un premier temps. Et puis après, on va commencer le cours sur la cinématique des systèmes. Donc je vais vous présenter un peu en détail dans un premier temps le cours et puis l'évaluation, comment ça va se passer un petit peu pour ce semestre. Et puis après, on va commencer quoi. Et puis donc de midi à 13h30, ce sera les séances de TD où vous recevrez normalement vos liens Zoom, mais on va en reparler. Donc je me présente, je m'appelle Paul Nouguered, je suis ingénieur architecte de l'Université Polytechnique de Mons. J'ai un double diplôme ingénieur architecte et là j'ai commencé il y a un peu plus d'un an une thèse en architecture au laboratoire GSA de Paris-Malaquais. Et donc voilà, je m'occupe de... C'est la première fois que je fais le cours de statique voilà, pour cette année, pour les licences 1 du coup. Donc voilà, vous pouvez me contacter avec ce mail. Ouais, petite remarque, je vous enverrai la présentation à la fin de à la fin de la séance, quoi. Donc vous pouvez me contacter à ce mail-là, hein, c'est le mail un peu classique de Malaquais. Et puis voilà, si vous avez quoi que ce soit, un problème, des difficultés ou une absence à justifier, etc. Enfin, quoi que ce soit, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis à disposition. Je vais vous présenter un petit peu le cours dans un premier temps. Pardon. Donc, le cours de statique, il y a plusieurs objectifs pédagogiques, on va dire. Le principal objectif, c'est que vous puissiez, dans votre travail de conception architecturale, que vous puissiez faire le travail de synthèse entre ce que vous connaissez déjà, ce que vous avez commencé à voir un petit peu entre des aspects soit esthétiques, soit historiques, sociologiques, et puis également pouvoir faire une synthèse avec des aspects plus structurels, quoi, plus sur est-ce que ma structure elle peut tenir debout ou pas, est-ce que je vais pas en quelque sorte me faire reprendre par un ingénieur sur un projet donné parce que ma structure ne va pas être assez, comment dire, assez stable, on va dire, quoi. L'idée c'est aussi d'acquérir un vocabulaire spécifique pour pouvoir justement discuter avec les ingénieurs. Il y a une histoire de l'enseignement de l'architecture en France que je connais pas assez pour trop vous en parler, mais ce que je sais c'est que l'éducation, on va dire, de l'architecture, elle est assez souvent décorrélée de l'éducation, on va dire, des ingénieurs, quoi. Donc ça, il y a plusieurs raisons, hein, mais le fait qu'il y ait un total découplage entre les études d'ingénieur en France et, pour ce cas-là, pour les études d'architecture, ça, c'est un peu embêtant. Mais vous allez voir, dans ce cours, en fait, on va refaire en quelque sorte ce que voient les ingénieurs, mais d'une manière un peu différente, d'une manière un petit peu adaptée euh, bah, euh, pour que vous puissiez tous comprendre avec chacun, avec vos backgrounds à chacun, quoi. Donc voilà, et puis l'idée aussi principale, c'est de découvrir un petit peu quelques méthodes, quelques outils, parmi les plus classiques de la mécanique des structures, donc que vous puissiez, ça rejoint un peu les deux autres aspects, hein, finalement, que vous puissiez non seulement avoir ce vocabulaire, avoir ce nouveau langage, on va dire,
et que vous puissiez aussi du coup l'utiliser dans vos projets, quoi. Voilà. Alors, vous n'hésitez pas à me dire hein, dans le chat si je vais trop vite ou si s'il y a des problèmes s'il y a quoi que ce soit, hein, c'est fait pour ça. Donc, pour l'organisation du cours en elle-même, on va faire ça en plusieurs séquences. Alors, c'est des séquences qui sont basées sur un livre qui s'appelle donc Statique de la géométrie à la conception des structures, et c'est écrit par Maurizio Brocato, qui est aussi enseignant à l'école Paris-Malaquais. Et donc de ce livre, on en tire finalement, on va en tirer pour ce semestre 4 grandes séquences. Donc une première séquence sur la cinématique des systèmes, une deuxième séquence force et énergie, diagramme, puis principe fondamental de la statique. Alors ce sera peut-être adapté, on verra selon notre avancement, mais voilà un petit peu sur la base de quoi on part. Alors ce livre, je crois qu'il est dispo à la bibliothèque, hein, si je dis pas de bêtises, mais je crois que... Voilà. À la bibliothèque de l'école, si vous avez la possibilité de vous y rendre, quoi. Voilà. Donc voilà, classiquement, chaque séance dure 1h30. Donc il y a une séance de cours d'1h30, pardon, puis il y a une séance en groupe de TD, où on est 6 groupes de TD. Et puis, donc voilà, chaque enseignant de TD va faire des exercices sur le cours qui vient d'être donné. Donc ça, c'est un petit peu la spécificité, on va dire, parce que le cours que vous allez faire là maintenant, ça va vous être utile pour résoudre les exercices qui vont vous être donnés pendant l'heure et demie de séance de TD, de midi à 13h30 du coup. Voilà. Donc cette année, ce semestre du coup, on n'a pas, on nous a dit administrativement qu'on n'aurait pas plus d'infos jusqu'à fin avril sur le côté est-ce que les cours seront à distance ou en présence. Vu ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on peut ne pas trop se mouiller en disant que les 11 cours ils seront donnés à distance. Donc ce sera donné sur Twitch, ce sera toujours la même adresse, donc je vous invite à la mettre dans vos favoris. Les cours, je les mettrai en replay également, donc sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, vous pourrez les reconsulter à l'envie. Les TD, ça va se faire sur Zoom. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est chaque enseignante ou enseignant qui va vous envoyer le lien Zoom finalement. Au début du TD, donc soit vous l'avez déjà reçu hier, soit vous allez le recevoir tout à l'heure, quoi. Et puis la liste des groupes, normalement c'est bon sur Taiga, donc mais n'hésitez pas à me dire s'il y a un truc, si vous savez pas dans quel groupe vous êtes, bah voilà, vous me faites savoir ça. Donc ok, donc ça pour l'évaluation. Je crois que ça n'a pas été mis à jour sur la fiche Taiga de la matière, mais en tout cas c'est comme ça que ça va se passer pour cette année. Donc 25% de la note finale, ce sera en gros de la participation aux séances de TD, donc de niveau assiduité, ce sera chaque professeur qui pourra juger de ça. Et puis donc le rendu hebdomadaire d'un exercice court au chargé de TD. Donc ce sera voilà. Donc chaque semaine en fait il y aura un petit exercice à rendre, histoire que vous n'ayez pas trop non plus de charge de travail sur cette matière. Normalement, alors je crois que dans la fiche il y a marqué qu'il faut 3 heures de travail personnel par semaine en plus des cours et des TD. Non, normalement en fait si vous suivez bien, enfin si vous comprenez ce qui se passe pendant le cours, et que pendant le TD, vous avez on va dire une participation active et que voilà, et que ça devrait pas mal se passer. Normalement, il n'y a pas de temps en plus à consacrer à cette matière que le temps que vous consacrez au cours et au TD, quoi. Donc ça c'est ok. Donc 25% voilà de l'évaluation sera un questionnaire en ligne à la fin des 4 grandes séquences que je vous ai montrées tout à l'heure, hein. Pour rappel, c'est ça là. Donc à chaque fin de ces 4 grandes séquences, vous allez avoir un questionnaire qui va être à remplir en ligne. Avec, donc on va voir, soit on va faire plusieurs
plusieurs essais de réponse au questionnaire, donc par exemple 3 essais pour répondre au questionnaire, et puis on verra bien. Donc un questionnaire pour chacune des 4 grandes séquences, et puis l'examen final qui va se faire, qui va faire 50% de la note finale. Alors là, je vous présente un petit peu quelques conseils de manière un peu informelle, mais voilà. Alors c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est voilà, je voulais tenter un petit peu le cours en direct sur Twitch plutôt que par rapport à Zoom, où je pense que Zoom, bon, c'est un très bon support, mais je crois qu'il souffre un peu de quelques complications quand on est beaucoup. Donc typiquement là, quand on est 130 sur un même Zoom, je pense que le côté interactif est carrément limité sur Zoom. Là, l'avantage, c'est que on a un chat Twitch qui permet un petit peu d'intervenir quand vous voulez, si vous avez envie, et puis soit de poser des questions, soit de mettre un petit peu vos réflexions personnelles, soit je sais pas, de discuter entre vous si vous voulez, mais voilà, l'idée c'est peut-être un petit peu de faire quelque chose de moins contraignant que sur Zoom, où dès qu'on prend la parole, il y a la tête qui s'affiche en gros, et du coup on parle devant 130 personnes comme ça. Donc là c'est un petit peu moins engageant, quoi, on va dire. Donc on va tester ça comme ça, hein, mais si vous préférez éventuellement qu'on reprenne sur Zoom après, enfin c'est vous qui me dites, hein, moi on teste un petit peu, j'ai envie de tester un petit peu plusieurs possibilités, quoi, et voilà, mais c'est parfaitement adaptable, hein, ça pour le coup. Donc chaque semaine, la séance de TD, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est sur le cours qui vient d'être donné juste avant. Donc d'où l'intérêt de suivre le cours plutôt en direct que par replay, parce que de toute façon la séance de TD elle est obligatoire, et le cours du coup porte sur la séance de TD qui a été faite, donc c'est toujours mieux quand même de regarder le cours et d'essayer de comprendre le cours en direct en posant des questions, etc. Plutôt que de le reprendre en replay après le TD où vous n'avez pas forcément tout compris ce qui s'est passé, quoi. Ouais, attention à pas accumuler du retard pour le coup, parce que ça se voit un petit peu chaque année où il y a des étudiants qui prennent une ou deux séances de retard pour une raison ou pour une autre. Mais voilà, il faut faire assez attention à ça, parce que chaque séance est assez, on va dire, assez dense. Du coup, typiquement, les 3 premières séances de cinématique qu'on va faire dans un premier temps, ça va être utile pour tout le reste du semestre, quoi, pour tout le reste de la matière. Donc si vous ratez l'une de ces 3 séances, donc il faut vite la rattraper, parce que sinon ce sera un petit peu compliqué pour vous. N'hésitez pas à solliciter vos enseignants et enseignantes de TD si vous avez du retard, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, s'il y a un problème quelconque, pour essayer de vous maintenir dans le flux, quoi. Du coup, le cours, il est aussi, voilà, il est très théorique. Donc c'est un cours, vous allez peut-être parfois vous demander pourquoi est-ce que dans une école d'architecture on fait ça, on fait des cours qui ressemblent presque à des maths, mais de manière très, très géométrique ou très accessible, quoi. Donc ça reste assez théorique, mais c'est quand même très utile. Il y a une analogie que j'aime bien, c'est d'imaginer que ce cours, c'est à l'architecture on va dire, ce que le solfège est à la musique, quoi. Donc enfin, c'est quelque chose qui vous permettra de structurer un petit peu la conception architecturale que vous pourrez avoir pendant vos studios de projet, et qui est quand même plutôt nécessaire, quoi, dans la démarche de conception architecturale. Donc voilà, le fait est que c'est un cours assez théorique, c'est un cours assez dense, même si je vais essayer d'aller un petit peu à un rythme qui vous convient. Donc faut pas hésiter surtout à participer, poser des questions, et ça devrait bien se passer. Alors, je vérifie juste. Ok.
Alors, donc voilà. Donc là, si vous n'avez pas de questions, on va commencer le cours. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, si vous avez, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que j'ai tout dit. Ok, donc dans un premier temps, donc cette première séquence c'est sur la cinématique des systèmes. Donc la cinématique c'est un mot que vous connaissez peut-être pour certains, qui veut dire l'étude du mouvement en fait, l'étude du mouvement indépendamment des causes qui le provoquent. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qu'on appelle des systèmes cinématiques qui peuvent avoir certains mouvements ou qui ont certains mouvements bloqués dans l'espace ou dans le plan. Et la cinématique, c'est juste l'étude du mouvement de ces systèmes dans le plan ou dans l'espace. Alors, je vous mets à chaque fois, à chaque séance, je vous mets une liste de mots-clés comme ça, pour vous permettre de vous y retrouver un petit peu, pour vous permettre de, voilà, d'avoir directement à chaque cours un petit peu le récap, on va dire, un mini résumé sous forme de mots-clés du cours, quoi. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais dans l'espace, on est dans un espace tridimensionnel, à 3 dimensions. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut se déplacer dans les 3 directions de l'espace. Donc à chaque fois, on décide de définir ces directions de manière orthogonale. Pardon. À chaque fois, on décide de définir ces directions de manière orthogonale, comme ça, comme si on les mettait sur les doigts d'une main, de la même façon que sur le dessin, là. Donc ces directions, elles permettent de définir la position d'un point dans l'espace, le mouvement d'un objet dans l'espace. Dans le plan, on n'a besoin que de 2 dimensions. On dit que c'est un plan à 2 dimensions. Alors l'analogie, le truc, c'est de faire une analogie donc avec plusieurs jeux, on va dire. Donc dans le jeu que vous reconnaissez en dessous de Minecraft, où vous pouvez vous déplacer dans les 3 directions de l'espace, vous pouvez vous déplacer selon les coordonnées X, Y et aussi en Z. Et dans un jeu d'échecs, vous repérez vos pions, vos tours, voilà, toutes vos pièces par le numéro de la colonne et le numéro de la ligne. Et donc ça vous fait 2 coordonnées en fait. Donc à chaque fois dans l'espace, vous avez besoin de 3 coordonnées pour définir la position d'un point. Et dans le plan, vous avez besoin de 2 coordonnées. Donc on va, dans un premier temps, ouais, on va avoir des considérations un peu générales de cette manière, on va avoir des considérations géométriques dans un premier temps, et après on va commencer à amener les outils, les mécanismes, on va dire, qu'on va utiliser pendant tout le cours. Alors, je vais vous parler un petit peu des transformations des objets dans le plan. Donc une isométrie, c'est écrit, c'est la transformation d'un objet qui conserve les distances. En fait, pour transformer un objet dans le plan, il y a plusieurs manières de les transformer. Vous pouvez soit les déplacer, soit les rotater, ça n'existe pas comme mot, mais vous comprenez, soit les grossir ou les agrandir, ça s'appelle une homothétie. Mais là, on va juste s'intéresser aux isométries, à des isométries, et donc à la transformation d'un objet qui conserve les distances. Ça veut dire que quand vous prenez une distance entre 2 points de l'objet, par exemple entre le bout de la queue ici et le bout et l'œil, on va dire, vous prenez cette distance, vous lui appliquez une isométrie, donc ici une translation. Cette distance, elle restera constante, elle restera égale pendant tout le mouvement, et au début du mouvement, ce sera la même distance qu'à la fin du mouvement. Donc ça paraît assez évident dit comme ça, mais c'est ce qui définit finalement ces 2 isométries qui sont la translation et la rotation. Ici, dans une rotation, donc on prend la distance entre l'œil et le bout de la queue, cette distance, elle ne change pas quand on a la position finale ici. Donc là, je vous ai mis pour info... Alors, petite remarque, une homothétie, du coup, la transformation qui grossit des objets, c'est pas une isométrie, puisque justement, le principe c'est de grossir des objets. Donc quand vous avez un premier objet en position initiale et que vous lui appliquez
une homothétie, vous allez avoir un objet du coup qui va pas avoir les mêmes distances entre ces points que pour l'objet initial. Alors je vous ai mis pour info une isométrie qu'on appelle une isométrie indirecte, donc c'est une réflexion. On n'aura pas besoin des transformations. Alors, la différence entre les deux poissons sur la translation. Donc en fait, sur la translation, alors il y a peut-être un problème de représentation, je pense, là-dessus, mais l'idée c'est que le poisson de gauche, c'est la position initiale. Donc il est situé dans le plan de la slide, on va dire, il est situé à cette position. Et le poisson ici, c'est la position finale du poisson, qu'on a juste déplacé comme ça, de manière longitudinale, selon un axe horizontal, quoi. Donc on a une position initiale à gauche, une position finale à droite, et en fait c'est juste ça, on a juste déplacé le poisson. Donc ça paraît assez évident et pas très utile de dire ce genre de truc, mais on va voir que pour la suite ça va nous être utile. Alors je vais détailler un peu sur la translation. La translation, donc on voit ici la translation d'un point A vers un point B. Cette translation, elle est définie dans un espace en 3 dimensions par 3 paramètres. Donc il y a un paramètre selon l'axe X, un paramètre selon l'axe Y, et un paramètre selon l'axe Z. Quand vous faites une translation d'un point vers un autre dans l'espace, en fait vous n'avez pas besoin de plus de 3 paramètres. Vous avez besoin, c'est nécessaire et suffisant d'avoir ces 3 paramètres pour définir entièrement un mouvement de translation. Alors, normalement, hop, c'est bon. Donc ici, on voit que cette translation, elle est définie par ces 3 paramètres, mais ces 3 paramètres, on peut les mettre un peu dans n'importe quel ordre, on s'en fiche un peu. On peut par exemple faire d'abord la translation suivant X, ensuite celle suivant Y, et ensuite celle suivant Z. Alors là, je vous ai mis, vous voyez toutes les combinaisons possibles des ordres qu'on peut faire avec les 3 translations. Vous remarquez qu'à chaque fois, la translation est exactement la même. Ici, selon X, c'est exactement la même qu'ici, que dans les 5 autres cas. Pareil pour Y et pareil pour Z. À chaque fois, vous avez, quel que soit l'ordre dans lequel vous les mettez, la même translation finale entre le point A et le point B. L'important, c'est de définir bien ces 3 paramètres, et après, si vous avez bien défini ces 3 paramètres, bah vous avez gagné, quoi. Vous pouvez déplacer n'importe quel point vers un autre point, même en les mettant dans l'ordre que vous voulez. Alors maintenant, on va passer un peu de temps sur la rotation. Alors, quand on fait une rotation en fait, d'un objet, on va choisir dans un premier temps un centre de rotation, que vous voyez ici, c'est le centre C. Et ensuite, l'idée, c'est tout simplement d'avoir entre... Alors, peut-être... l'idée, c'est d'avoir en fait entre chaque point homologue... alors, je vais faire un schéma là-dessus, ce sera plus simple, je pense. Hop. Ok. Alors, pour la rotation, vous avez besoin donc d'un centre de rotation, le point C qu'on voit ici, et vous avez besoin d'un angle. Voilà. Donc, par exemple, si je veux me demander quelle sera l'image de ce point par la rotation d'un certain angle alpha, et bien je trace la droite entre ce point et le centre de rotation. J'applique mon angle alpha à cette droite partant du centre. Donc l'angle ici, je vais vous le dessiner, ça va être cet angle-là. Donc voilà, on choisit donc dans un premier temps ce centre de rotation C, on choisit également un angle, et puis on fait l'image de chaque point. On dessine à chaque fois l'image de chaque point par cette rotation de centre C et d'angle alpha.
Alors si on fait ça pour tous les points, finalement, eh ben, on va pouvoir créer exactement le même objet, donc ce point devient celui-là, par l'image de la rotation de centre C, si je fais exactement la même construction, et d'angle alpha du coup. Tchouk. En fait, ici, on va retrouver exactement l'angle alpha. Voilà, à chaque fois, vous avez exactement le même angle alpha, à chaque fois, vous avez besoin exactement du même centre C, et finalement, la rotation de centre C et d'angle alpha, c'est celle qui va transformer tous les points de cet objet en cet objet ici, qui va être du coup rotaté par rapport à l'objet de départ. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, c'est le dessin des médiatrices entre deux points homologues. Alors, on va faire ça plus en détail par la suite, mais sachez que... on va voir ça plus en détail par la suite, mais sachez que si vous avez un objet et son image par une rotation, et bien vous pouvez retrouver directement le centre et l'angle sans même avoir aucune autre info que son objet initial et l'objet final. En fait, en faisant une construction avec des médiatrices entre deux points homologues, on peut retrouver le point d'intersection des médiatrices sera le centre de rotation de ces deux objets. Mais on fera la construction après, ce sera plus simple de vous en rendre compte. Alors ici on a plusieurs exemples de rotation. On voit par exemple le poisson initial ici qui est tourné de cette façon. Si on lui applique une rotation de centre C1 et d'un certain angle alpha, ça va devenir ce poisson ici qu'on voit qui est au bout de l'arc de cercle rouge. Si on lui applique exactement le même angle mais avec un centre de rotation qui est situé en C2, ça va devenir le deuxième poisson qu'on voit là, avec l'arc de cercle vert ici, etc., etc. Vous voyez que si on peut s'amuser en quelque sorte à déplacer les points de rotation et à voir à chaque fois le résultat final d'une rotation d'un certain angle alpha autour d'un point qui peut bouger. Voilà. Donc vous voyez, si on fait une première rotation autour de ce point C1, on a cet objet final. Si on fait une rotation sinon autour de ce point C2, on a cet objet final, etc. etc. Bon. Il y a une idée qui est un peu plus importante à retenir, je pense, pour la suite. Ça va être... Alors juste un petit moment. Ok. Hop. Alors une idée qui est un peu plus importante à retenir pour la suite, et qu'on va un peu plus développer au cours suivant, c'est l'idée que si on éloigne le centre de rotation, de l'objet qu'on a envie de transformer, eh bien on va avoir un objet qui est en quelque sorte moins tourné que si le centre de rotation était plus proche. Alors on va montrer ça avec cet exemple du coup. On a ici à gauche l'objet initial, qui va tourner dans un premier temps autour de C1, donc la rotation de centre C1, c'est le poisson qu'on voit ici, qui est le plus penché, on va dire. Et si on essaie de... Alors si on recule le centre de rotation un peu plus loin que l'objet initial, du coup, que l'était C1, eh bien on va avoir une transformation qui va être au bout de l'arc de cercle rouge, qui va être ce poisson-là. Alors ce poisson-là, il est un peu moins penché que celui juste à côté. À chaque fois, on va essayer de faire un poisson qui est le moins penché possible quand on va vouloir faire des rotations avec des centres de rotation qui seront très très éloignés. Vous voyez que si je continue à reculer C2 et que je fais l'angle qui correspond exactement à la bonne position finale, eh ben, je vais avoir un poisson qui va être de moins en moins tourné, on va dire. Et en fait, l'idée qu'on va utiliser dans le prochain cours, c'est que si je continue à reculer C2, mais jusqu'à l'infini, alors ça on va en reparler au prochain cours, mais dites-vous déjà que si on le recule à l'infini, on aura exactement une translation. On aura un poisson qui se sera déplacé d'une position initiale à une position finale, mais qui n'aura pas du tout tourné sur lui-même lors de ce mouvement.
Donc il se sera juste translaté en fait, d'un point initial à un point final. Alors ce sera une rotation avec un angle qui sera infiniment petit, mais avec une distance au centre de rotation qui est infiniment grande en fait. Et ça c'est l'équivalent d'une translation. Bon, je vous dis ça maintenant, mais on va le revoir plus en détail au cours prochain. C'est juste que voilà que vous ayez ça en tête pour le cours prochain. Ça on va le revoir plus en détail. Alors on va regarder maintenant, on va sortir un peu des mouvements dans le plan. On va regarder plusieurs définitions qui vont nous être utiles pour la suite. On va regarder ce que c'est qu'un corps rigide. Un corps rigide, c'est un solide qui ne se modifie jamais pendant un mouvement. Alors, du coup, si on zoome grandement sur une courbe, on a une droite. Alors, c'est pas exactement... Si, d'une certaine manière, on pourrait dire que ça serait comme ça. Alors, l'idée, c'est que c'est pas qu'on zoome sur une portion de courbe, c'est pas comme l'idée de la tangente en un point, où finalement, quand on regarde la dérivée d'une courbe en un point, c'est exactement pareil de zoomer infiniment grand, de manière infinie, sur un point de la courbe, et de regarder la pente de cette courbe, du coup, qui est devenue une droite. C'est pas exactement cette idée-là. C'est plus l'idée de... si on éloigne infiniment le centre de rotation C2, ce cercle en fait devient tellement plat et tellement gigantesque en fait que en fait c'est une droite. Ça devient une droite, mais je sais pas si tu parlais de ça, mais c'est pas exactement la même histoire que la dérivée d'une courbe en un point. Alors ça y ressemble pas mal et il y aurait de quoi dire dessus, mais voilà, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, ce sera quelque chose sur lequel... Ok, d'accord. Ce sera quelque chose sur lequel on va repasser après pour le cours prochain, et ce sera un peu plus développé, on va dire. Pour le moment, si on a donc un... Alors, on revient sur l'idée du corps rigide, du coup, c'est un solide, voilà, un solide qui ne se déforme pas, c'est un solide qui, quand on lui applique un mouvement, en fait... on va pas modifier la distance entre deux points de ce corps. Donc c'est un solide qui va pouvoir se faire transformer du coup d'une position initiale à une position finale par une isométrie directe et qui réagira de manière correcte à cette isométrie directe, à cette translation ou cette rotation, en ne se déformant pas du tout. Donc on verra des exemples après, mais vous allez voir que des fois on peut appliquer des mouvements à des ensembles de solides qui ont des positions relatives les uns par rapport aux autres qui font que ce ne sont pas forcément des corps rigides. Alors si je prends par exemple, oui c'est ça, si je prends par exemple des ciseaux, typiquement, des ciseaux ils sont reliés entre eux par un poinçon au milieu qui fait que vous pouvez découper des objets. Ces ciseaux-là, c'est pas un corps rigide du coup. Parce que les deux morceaux du ciseau peuvent bouger relativement les uns par rapport aux autres. Donc cet objet-là, dans son ensemble, n'est pas un corps rigide. Par contre, si vous prenez des ciseaux, vous séparez les deux morceaux, chacun de ces deux morceaux compose ce qu'on pourrait appeler un corps rigide du coup. Selon certaines modalités, mais c'est ça l'idée. Alors, maintenant, on va restreindre un peu nos hypothèses, on va pas parler de corps rigide dans ce cours-là, on va parler de poutre. Une poutre, c'est un objet théorique, en fait, qu'on utilise dans ce qu'on appelle la théorie des poutres, du coup, et qui permet, en fait... alors, il y a un certain nombre d'hypothèses, hein, ici, je vous en parle que d'une seule parmi plusieurs, parce qu'on a besoin que de celle-là, en quelque sorte, pour le moment. Une poutre, c'est un élément unidimensionnel, c'est une ligne, en fait, et c'est un élément qui a, en fait, une longueur, donc la longueur de la poutre, qui est d'un ordre de grandeur plus important que ces deux autres dimensions, que sa largeur et sa profondeur. Alors, si par exemple vous voyez la remarque de la poutre en architecture, donc la poutre en architecture c'est en fait un élément de structure horizontale qui est utilisé pour faire des franchissements horizontaux entre deux porteurs.
En fait, dans le cadre théorique de ce cours, une poutre, c'est beaucoup plus large que ça. Un poteau, par exemple, ça peut être une poutre, dans le cadre de ce cours-là. L'idée, c'est que le terme poutre, euh, en fait, on va dire qu'il n'y a pas assez de diversité dans la langue française pour différencier ce terme théorique de poutre et la poutre architecturale. Mais dans le cadre de ce cours, quand on parle de poutre, on parle simplement d'une ligne, en fait. On parle simplement d'un élément unidimensionnel. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'une poutre, ça peut être modélisé, dans la théorie des poutres, comme une poutre, du coup. Une colonne, ça peut être modélisé comme une poutre. Un mur, ça peut être modélisé en 2 dimensions comme une poutre dans certaines modalités. Mais voilà, il y a beaucoup d'objets qui peuvent être modélisés comme des poutres, finalement. Alors, ce qu'on peut tirer un peu de cet exemple de la poutre architecturale, c'est que on voit qu'il y a une dimension qui est plus grande que les 2 autres dimensions. Il y a la longueur de cette poutre, qui fait, on va dire 6 mètres par exemple, qui est beaucoup plus élevée que la hauteur de la poutre, qui doit faire une trentaine de centimètres là-dessus, et que sa largeur du coup. Donc cette dimension de 6 mètres, elle est beaucoup plus élevée que 30 centimètres et 15 centimètres, et donc ça fait qu'on peut la considérer comme une poutre. Alors c'est l'une des hypothèses qui est utile pour définir ce que c'est une poutre. Il y en a un certain nombre d'autres qui sont un peu plus restreignantes et qui permettent aussi de bien définir ce cadre de la théorie des poutres qui est très complet. Mais pour ce cours-là, on aura besoin de ces hypothèses. Du coup. Alors, dans le plan, donc voilà, un corps rigide possède 3 degrés de liberté. Donc, je vous ai dit au début que dans le plan, on avait 2 dimensions. Il ne faut pas confondre les dimensions et les degrés de liberté. Une dimension, c'est le nombre de paramètres dont vous avez besoin pour décrire la position d'un point. Mais la position d'un objet, c'est pas suffisant d'utiliser les trois paramètres de dimension pour la définir. Parce qu'un objet, il peut tourner sur lui-même en fait. Finalement, ce qui complique un peu les choses, c'est qu'on puisse faire des rotations. Si vous avez, alors là, j'ai ce cube, je pense que vous le voyez là. Si vous avez cet objet, vous pouvez le mettre n'importe où dans le plan, donc n'importe où dans l'espace, pardon. Je peux le mettre de droite à gauche, je peux le mettre de haut en bas, et je peux le mettre dans la profondeur comme ça, quelque part. Mais je peux aussi le tourner dans selon plusieurs directions. Vous voyez, là, il y a l'exemple de l'avion qui peut prendre un angle de lacet, un angle de roulis, un angle de tangage, et ces 3 angles, ils sont également indépendants les uns des autres. Donc vous avez non seulement la position de l'avion, qui peut être définie par le centre de l'avion, on va dire, le centre de gravité de l'avion, et vous avez également, ce qui définit la position de l'avion, c'est donc ces 3 angles, donc ça fait en tout 6 paramètres, ça fait en tout 6 degrés de liberté. Alors dans le plan, un corps rigide, il n'a pas 6 degrés de liberté, il en a juste 3. Il y a 2 degrés de liberté de position, les 2 dimensions du plan, donc qui peuvent être décrits comme des translations en fait. Pour aller d'un point A à un point B dans le plan, on peut faire une translation. Et il y a un paramètre, du coup, un degré de liberté de rotation, donc qui permet à l'objet de tourner sur lui-même dans le plan en fait. Et finalement, ces 3 paramètres décrivent complètement la position d'un objet dans le plan. Alors, il y a ce qu'on appelle le théorème d'Euler, c'est que dans le plan, le mouvement d'un corps rigide peut toujours être décrit comme une translation. Donc, le mouvement d'un corps rigide entre 2 points, c'est la translation entre le point de départ et le point d'arrivée. Et comme je vous avais montré tout à l'heure en 3 dimensions, où vous voyez du coup que il y avait toutes les combinaisons possibles de translation qu'on pouvait faire, dans le plan c'est pareil, on peut faire juste 2 combinaisons des 2 paramètres de translation pour définir la différence entre la position initiale et la position finale. Et il y a un 3e paramètre du coup qui est la rotation. Alors je vais vous montrer. Voilà, alors il y a aussi cette remarque en bas là, dans le plan un mouvement peut toujours être décrit par une rotation autour d'un point. Ça c'est quelque chose d'assez particulier qu'on peut faire dans le plan du coup, c'est que
même en faisant une translation et une rotation, en fait, à chaque fois, on peut faire en sorte de ne faire qu'une seule, rotation autour d'un centre de rotation bien particulier. Alors ça, on va voir ça en exemple. Ici, vous avez un corps rigide, du coup, une équerre, qui est en position initiale en haut à gauche, et qui est en position finale en bas à droite. Donc pour partir dans le plan, on reste dans le plan là à partir de maintenant, dans le plan quand on part de ce corps rigide, on doit faire une première translation selon cette direction, qui peut être décomposée en deux translations en fait, une translation selon l'axe horizontal et une translation selon l'axe vertical, et après on peut faire la rotation. Donc ça c'était ce que nous disait le théorème d'Euler. Dans le plan, le mouvement d'un corps rigide peut être décrit comme une translation, suivie d'une rotation autour de son centre. Le centre qui a été choisi au début, c'est ce point-là, mais on aurait pu choisir n'importe quel autre centre pour définir la bonne rotation. Donc l'idée c'est qu'il y a besoin de trois paramètres, un paramètre de translation, un autre paramètre de translation verticale ici, et un paramètre de rotation, qui est l'angle. Et à la fin, vous avez une différence entre une position initiale et une position finale qui est complètement définie. Alors, ça c'est pour la construction du centre de rotation. Alors je pense que je vais le faire... Ouais, je vais faire ça, comme ça. Hop. On va faire la construction ici. Hop. Alors, donc ici, on a notre objet initial qui est en haut à gauche et notre objet final. Ce qu'on va se demander, c'est comment trouver le centre de rotation de cette transformation, puisqu'on sait que quand on prend un objet initial et un objet final, on peut toujours trouver un centre de rotation qui permet de définir la rotation pure, on va dire, entre cet objet initial et cet objet final. Alors pourquoi utiliser cette technique si on veut faire directement une rotation? Alors des fois justement on a besoin de définir le mouvement comme une suite de translation puis une rotation. On va voir par la suite que c'est la manière la plus usuelle, on va dire, de définir un mouvement, mais à chaque fois on peut se débrouiller pour trouver le centre de rotation. Alors ça c'est une idée dont je vous parle dès maintenant pour que vous puissiez déjà commencer à la digérer, on va dire, mais ça va être quelque chose qui va aussi nous être utile dans la suite, dans les prochaines séances aussi. Donc là, par exemple, sur cette transformation entre l'objet initial et l'objet final, on prend deux points qu'on appelle deux points homologues, donc ici et ici. Là, le segment entre ces deux points a déjà été tracé. On vient récupérer le milieu de ce segment, et on trace la droite qui passe par le milieu de ce segment et qui est perpendiculaire au segment. Alors cette droite, on appelle ça une médiatrice. Là, je fais le signe de perpendiculaire. Voilà. Donc ça, c'est la médiatrice du segment entre ces deux points, que je vais appeler A et A'. Et alors, si je fais exactement le même travail pour deux autres points homologues, donc ce point B et du coup son point homologue, le point qui est ici B'. Je trace le segment entre les deux. Et puis je trace la médiatrice, donc je prends le milieu de ce segment, à peu près ici, et puis la perpendiculaire au niveau du milieu de ce segment, exactement de la même façon qu'avant. Alors, je définis donc un point d'intersection entre ces deux médiatrices, qui est ici, et ce point d'intersection, je sais immédiatement que c'est le centre de rotation. On appelle ça un centre de rotation instantané entre ces deux positions.
Donc il y a deux manières de définir la transformation entre la position initiale ici et la position finale en bas. La première manière, c'est de définir ça comme une suite de deux translations, puis une rotation. Et la deuxième manière, qui est complètement équivalente, c'est de définir ça comme une rotation autour de ce centre de rotation, qu'on appelle centre de rotation instantané, C, qu'on a réussi à retrouver grâce à la méthode des médiatrices. Alors, juste pour tester, si on trace avec un troisième point, pour essayer de retrouver ce point C, alors si je trace par exemple ici le point P, et là son point homologue P', je trace le segment entre les deux, je prends le milieu de ce segment et la médiatrice de ce segment, tac, comme ça, et bien je sais que cette médiatrice, elle va couper directement en C. Donc si je prends n'importe quel point homologue, et que je fais exactement la même méthode des médiatrices, ça va à chaque fois rejoindre le point C. Ça c'est un théorème qui permet de faire ça, en fait, c'est le principe finalement de la rotation entre ces deux positions. À chaque fois, on va pouvoir retrouver le centre de rotation équivalent de la transformation entre les deux objets. Donc ça, on va revenir aussi plus en détail sur ça au cours prochain, mais déjà, je vous en parle pour que vous ayez ça en tête. Donc là, ce qu'on voit, c'est la redéfinition de ce centre de rotation. On retrouve le centre de rotation instantané entre les deux positions. Et on voit finalement qu'à chaque fois, on applique toujours le même angle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on applique toujours le même angle entre deux positions. Cet angle ici qu'on voit, c'est exactement le même que celui entre ces deux points ici qu'on voit. Et on fait ça même avec un troisième couple de points, on va dire, pour voir que c'est exactement le même angle. C'est toujours la rotation de centre C et de ce certain angle alpha qui définit cette transformation entre la position initiale et la position finale. Alors voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une possibilité de... Alors, la transformation qu'on peut faire dans le plan, c'est toujours une translation sur deux paramètres et une rotation sur un paramètre. Et cette transformation, elle est toujours équivalente à une rotation pure autour d'un certain point. Voilà, il y a juste deux manières possibles de faire une transformation d'un objet dans le plan. Alors, maintenant, on va parler des liaisons cinématiques. Bonjour, ouais. Ah, d'accord. Donc on va parler d'une liaison cinématique, du coup. Une liaison cinématique, du coup, c'est un élément qui va bloquer une ou plusieurs possibilités de mouvement d'un corps rigide. Donc on a vu qu'un corps rigide, ça pouvait bouger dans les deux directions de l'espace, et que ça pouvait également tourner autour d'un point de rotation. Alors, ces 3 degrés de liberté, il est possible d'en bloquer certains, ou de tous les bloquer même. En fait, il y a un nombre finalement qui est limité, de manière de bloquer ces degrés de liberté qui sont indépendants. Alors, vous avez 3 degrés de liberté, vous avez 2 translations, une rotation. Donc, toutes les possibilités de blocage, finalement, ça va consister à bloquer soit un seul degré de liberté parmi les 3, soit 2 degrés de liberté parmi les 3, soit on bloque tous les degrés de liberté, soit on bloque les 2 translations et la rotation. Alors le premier cas, c'est de bloquer un degré de liberté parmi les 3, donc on bloque une translation par exemple et on laisse libre une translation et une rotation. On peut sinon, toujours dans ce même cas, bloquer une rotation et laisser libre les 2 translations. Et puis, donc si on bloque... Alors, pardon. Ok. Si on bloque les 2 degrés de liberté parmi les 3, on va pouvoir soit bloquer une translation et une rotation et laisser libre une translation,
soit on laisse libre juste une rotation, et on bloque toutes les translations. Et puis il y a la troisième possibilité qui est de tout bloquer, de bloquer les deux translations et la rotation. Donc avec ce nombre bien défini, ce nombre de possibilités de blocage, on va dire, il s'est avéré que les ingénieurs, en gros, ont défini au cours de l'histoire des liaisons cinématiques qui permettent du coup de modéliser ces blocages. Alors ces liaisons, on va les présenter. Donc le premier cas, c'est on bloque une translation, on laisse libre une translation, une rotation, et ça a été défini comme étant la liaison appui simple. Donc la liaison appui simple, elle se schématise comme ça, c'est un schéma qui est normalisé, c'est un schéma que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle étude d'ingénieur ou de construction de n'importe quel cours de matériaux, de structures, etc. C'est ce qu'on appelle la liaison appui simple. Donc à chaque fois, on a le schéma de la liaison, et puis en plus, j'ai représenté du coup le mouvement possible de cette liaison. Le schéma en soi, c'est juste ce triangle qui est sur ces deux petites roulettes, avec donc la poutre qui part de la hauteur du triangle, qui part du sommet du triangle, pardon, et les deux roulettes qui sont sur ce qu'on voit ici, ces petites hachures, ça simule en fait le plan, on va dire le plan fixe, quoi. C'est pour montrer que on se déplace par rapport, qu'on se fixe du coup par rapport à quelque chose de fixe, quoi. Donc la seule possibilité de mouvement ici, c'est si on s'imagine que c'est sur un petit chariot comme ça qui se déplace de droite à gauche, on a la possibilité de mouvement de translation de droite à gauche du coup, et la possibilité de rotation de la poutre autour du sommet du triangle. Donc ça, c'est les deux seules possibilités de mouvement de cette poutre avec cette liaison cinématique appui simple. Donc ça, c'est les deux seuls mouvements. Finalement, la translation qui est bloquée, c'est la translation verticale. On ne peut pas bouger la poutre dans une direction verticale de haut en bas. Il faut se dire que c'est impossible de décoller les roulettes du plan fixe là. Il faut dire qu'on peut pas. Alors là, il y a deux objets. Il y a juste la poutre en fait. Il y a juste la poutre. Et pour bloquer en quelque sorte la translation de cette poutre, on représente ça par ce schéma-là. Donc ce schéma-là, il veut simplement dire que on peut encore tourner la poutre autour de ce point-là et qu'on peut encore la déplacer de droite à gauche. Mais finalement, le seul objet qu'on ait, le seul corps rigide qu'on ait, finalement, c'est cette poutre. Et cette poutre, elle est complètement bloquée en translation, dans la translation verticale, par cette liaison du coup. Alors c'est quelque chose qui va mettre peut-être un certain temps à devenir assez évident, où au début ça va paraître un peu brumeux, mais au fur et à mesure que vous allez commencer à travailler sur des schémas de liaison, où on va avoir plusieurs de ces liaisons et qu'il va falloir analyser des mouvements à partir de ces liaisons, ça va venir un peu plus, ça va devenir de plus en plus instinctif, on va dire. Au début, ça paraît découvrir ces liaisons, c'est un peu abrupt. On se demande parfois un petit peu la logique de représentation des liaisons, mais au fur et à mesure, on va arriver à se faire une intuition assez facile du mouvement autorisé ou bloqué par ces liaisons. Ici, ce petit chariot, on peut s'imaginer qu'il peut partir de droite à gauche et que effectivement, la poutre peut tourner autour du sommet du triangle. Mais alors si vous avez d'autres possibilités pour retenir que ça bloque juste la translation verticale, n'hésitez pas. Mais voilà un peu l'idée de cette liaison appui simple. Alors il y a l'autre possibilité, c'est de bloquer une rotation, laisser libre les deux translations. Ça s'appelle une liaison double glissière. Il n'y en a pas besoin dans le cadre de ce cours-là. Donc on va pas la représenter ici. On va plutôt représenter la catégorie suivante des blocages possibles. Donc vous vous souvenez, on peut bloquer 2 degrés de liberté sur 3 et on en laisse libre 1. Donc dans un premier cas, on peut bloquer une translation, une rotation, et on laisse libre la dernière translation. Donc ça s'appelle la liaison glissière.
La liaison glissière, vous voyez qu'il y a un autre type de chariot, on va dire. Vous avez les deux petites roulettes ici, et vous avez la poutre qui est directement liée, en quelque sorte, à ces deux petites roulettes. Alors ça fait qu'il n'y a plus de possibilité de rotation. Avant, on avait, pour rappel, un petit triangle comme ça qui permettait de faire cette rotation, grâce au sommet ici. Là, on n'a plus du tout la possibilité de faire cette rotation. Cette poutre, le seul mouvement qu'elle peut faire par rapport au plan fixe, c'est un mouvement de droite à gauche. Donc on a bien bloqué la translation verticale et la rotation tout court. Alors là, on voit qu'on a bloqué la translation verticale, mais comment on peut faire pour bloquer une translation dans un autre sens, par exemple? Alors je vais vous représenter ça. Tchouk. Si par exemple on a envie de bloquer la translation dans une autre direction, donc dans une direction horizontale finalement, et bien il suffit juste de tourner en quelque sorte la liaison. Donc là je fais juste le plan fixe. Hop, comme ça. Et là je fais ma poutre. Alors ici du coup j'ai représenté une glissière mais selon une autre direction. Donc il y a une impossibilité de faire la rotation dans le plan. Ça c'est un mouvement qui est impossible. Et il y a ici l'impossibilité de faire une translation dans cette direction-là. Le seul mouvement qui est possible de faire, c'est cette translation ici, comme ça. Donc ces deux mouvements sont complètement bloqués, et le seul mouvement, c'est celui-là qui est autorisé. Donc ça, c'est la liaison glissière. Hop. Alors ce truc de faire bouger, faire tourner les liaisons, ça marche aussi pour la liaison appui simple. Si vous voulez faire un blocage, non pas de la direction verticale, mais de la direction horizontale ou d'une direction oblique ou n'importe laquelle, il suffit juste de tourner le dessin de la liaison en fait. Donc la liaison glissière, c'est ça. Ensuite, il y a une autre possibilité. Quand on bloque 2 degrés de liberté sur les 3, on peut bloquer les deux translations et laisser libre. Alors, c'est la poutre qui bloque les mouvements. Je sais pas si par la poutre tu entends le petit trait horizontal qui est ici. En fait, c'est juste une représentation. Il y a rien de vraiment physique en fait. Enfin, il y a rien il y a rien qui n'est pas théorique en fait là-dedans. C'est ce qu'on considère juste, c'est cette poutre ici. Et puis on veut juste représenter d'une manière assez facile comment peut bouger cette poutre dans le plan. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un petit morceau effectivement un petit morceau horizontal comme ça. On fait 2 roulettes et puis on dessine le plan fixe pour avoir une référence, quoi. Et ce dessin-là permet de représenter le fait que ce morceau de poutre, du coup, ne peut bouger que de droite à gauche. Je sais pas si ça répond à ta question. Du coup, en quelque sorte, c'est ce petit truc qui a été rajouté, je pense que c'est ça que tu voulais dire, qui bloque en quelque sorte les mouvements, mais c'est plus juste, on va dire, ok, c'est plus juste de dire que c'est tout ce schéma en fait qui participe. En fait, cette poutre, elle a pas vraiment de réalité, quoi. Pas plus que les roulettes et pas plus que ce dessin de plan fixe. Tout ce dessin ici qui se rajoute à la poutre, c'est quelque chose de théorique, c'est juste pour représenter le fait que cette poutre ne peut pas bouger de droite à gauche. Dans la réalité, quand on veut faire une liaison glissière, on rajoute pas un petit truc comme ça avec des roulettes, on fait quelque chose d'autre, on fait quelque chose de plus compliqué, on va dire. Voilà, donc pareil, le schéma normalisé de la liaison pivot, c'est ce triangle comme ça. Donc vous remarquez que par rapport à la liaison appui simple, on n'a plus les roulettes. Donc effectivement, la liaison pivot, elle bloque les deux translations. Donc on n'a même plus la possibilité, par rapport à l'appui simple qu'on avait tout à l'heure, de se déplacer de droite à gauche. On peut uniquement effectuer la rotation autour de ce point-là, autour du sommet du triangle qui est représenté ici. Oui, voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle la liaison pivot,
Et juste en fait en rajoutant les roulettes, du coup, vous pouvez rajouter ce mouvement de droite à gauche. Cette liaison pivot, on va la voir assez souvent, enfin un peu plus que la liaison glissière pour le coup, donc c'est une liaison qui est vraiment utile. Là, pareil que tout à l'heure, hein, les seuls éléments, on va dire, qui sont pertinents, enfin qui sont pas symboliques, on va dire, c'est cette poutre. Et pour représenter le fait que cette poutre ne peut tourner qu'autour de ce point-là, eh ben on dessine tout cet ensemble de traits, tout ce symbole en entier, pour montrer que la poutre ne peut tourner qu'autour de ce point-là. Alors si on a envie de dessiner une poutre qui va tourner par exemple autour de ce point-là ici, et bien il suffit de rajouter la liaison pivot au niveau de ce point-là. Donc là, le sommet tourne autour du bout de la poutre. Alors c'est pas vraiment le sommet qui tourne autour du bout de la poutre, c'est plutôt la poutre qui tourne autour du sommet pour le coup. C'est vrai qu'on pourrait voir ça dans l'autre sens, on pourrait se dire que la poutre reste fixe et que c'est tout le symbole qui se met à tourner, mais non, c'est bel et bien la poutre qui va... je vais refaire ça juste là. Hop. Par exemple, vous pouvez avoir une poutre qui a une position initiale ici. Si je fais cette liaison pivot, du coup, je peux avoir une position finale de la poutre qui va être comme ça. Je peux avoir une position finale qui va être comme ça. Je peux avoir une position finale ici, etc., etc. Donc c'est bien cette poutre qui peut tourner autour du sommet du triangle ici. Donc c'est ce symbole qui permet de définir que la poutre peut tourner autour de ce point défini ici. Alors c'est les symboles universels effectivement, c'est les symboles qui sont utilisés vraiment qui sont utilisés dans toutes les études d'ingénierie que vous pouvez trouver, qui sont utilisés dans les schémas équivalents que vous pouvez faire de vos structures, et donc c'est des symboles qu'il faut bien connaître, on va dire, qu'il faut bien maîtriser, puisque effectivement c'est des symboles universels, oui, tout à fait. Donc la liaison pivot, il reste encore, si je dis pas de bêtises, une liaison qui est assez simple finalement, c'est la liaison encastrement. Vous vous souvenez qu'on peut bloquer, on a 3 degrés de liberté, donc on a plusieurs possibilités de bloquer ces degrés de liberté. La dernière de ces possibilités finalement, c'est de bloquer complètement la poutre. Si on veut que la poutre ait ses 3 degrés de liberté bloqués, donc les 2 translations et la 3e rotation, et bien on fait simplement directement une interface avec le plan fixe en fait. Donc là il n'y a pas besoin de rajouter d'autres éléments symboliques autres que ce plan fixe qui n'a, encore une fois, qui n'a pas vraiment de réalité plus que symbolique. C'est vraiment juste un symbole, il n'y a pas besoin de voir dans la réalité une sorte de mur vertical qui serait complètement fixe, etc. C'est un symbole juste pour dire que cette poutre ne peut plus bouger dans n'importe quelle direction et ne peut plus du coup tourner dans le plan. Alors, cette liaison encadrement permet du coup de bloquer tous les degrés de liberté, et donc là on a fait le tour un peu. Alors, la poutre peut tourner sur elle-même. Pas dans ce cas-là du coup, je pense que tu parles de la liaison pivot. La poutre ici, elle peut tourner autour de ce point-là. Alors la poutre, elle peut... voilà, c'est ce que j'ai représenté ici. La poutre, ici dans ce schéma-là, la poutre... Pardon, encastrement, alors... la liaison encastrement, la poutre, elle peut pas tourner sur elle-même pour le coup. La liaison encastrement, l'idée c'est de bloquer tous les degrés de liberté. Donc on bloque non seulement les 2 translations, mais on bloque aussi, ce qui était encore permis dans la liaison pivot, on bloque aussi la rotation. Là, vous voyez, il n'y a aucune possibilité de tourner cette poutre dans n'importe quel sens. Tous les degrés de liberté sont complètement bloqués. Cette poutre, elle est immobile, quoi. Elle ne peut plus bouger du tout.
elle n'a plus aucun degré de liberté. Voilà, il suffit juste de faire ce schéma-là. Alors je vous ferai une fiche avec une fiche un peu récapitulative, je pense que ça peut être utile, de tous les schémas des liaisons, avec les degrés de blocage et les degrés de liberté de chaque liaison. À chaque fois, les degrés de blocage et les degrés de liberté correspondent en fait. Ce que vous n'avez pas bloqué, c'est encore des degrés de liberté, et les degrés de liberté que vous avez, c'est ce que vous n'avez pas en termes de degrés de blocage. Donc, mais je vais vous faire une fiche du coup qui récapitule tous les symboles des liaisons, et puis qui met à côté le nom de la liaison, et puis les blocages qui sont faits, et les libertés qui sont encore possibles. Donc on va essayer d'avancer, je pense que ça va aller. Mais... donc ici, on a un petit exemple ici d'une poutre avec plusieurs liaisons. Donc une poutre avec une liaison appui simple à droite, une liaison appui simple à gauche, et on va essayer de l'analyser un petit peu. On va essayer de regarder le nombre de degrés de blocage, par exemple, de chacune des liaisons. Alors, comme on a dit tout à l'heure, hein, la liaison appui simple, on bloque simplement une translation, simplement ici la translation verticale. Le seul mouvement qu'on peut faire ici avec cette liaison appui simple, c'est aller de droite à gauche, et si on isole juste ce morceau de dessin, on peut tourner la poutre autour de ce point-là. Donc ça, c'est les deux seuls mouvements qui sont encore possibles de faire quand on a cette liaison. Donc cette liaison, elle bloque finalement un seul degré de blocage. Pareil pour la liaison à droite, quand on la regarde indépendamment de tout le reste, elle bloque juste une translation, la translation verticale, et donc on a également un degré de blocage. Donc si on fait en quelque sorte le récapitulatif du nombre de degrés de liberté restants pour cette poutre, on avait au départ 3 degrés de liberté, la poutre on pouvait la bouger dans toutes les directions et on pouvait la faire tourner sur elle-même autant qu'on voulait. Là, à cause des liaisons, on a complètement bloqué 2 degrés de liberté sur les 3 disponibles qu'on avait au début. Vous vous souvenez, 3 degrés de liberté, quand on a une poutre libre, c'est les 2 translations et la rotation. Ici, on a 2 degrés de blocage apportés par les liaisons, et donc il nous reste 1 degré de liberté de disponible. Alors un système comme celui qu'on vient de voir, qui est comme ça là, où la poutre est liée du coup par des liaisons appui simples de cette façon, un système comme ça qui n'a pas tous ces degrés de liberté bloqués, ça s'appelle un mécanisme hypostatique. Donc ça c'est du vocabulaire. On ne peut pas bloquer juste la rotation. On peut bloquer juste la rotation, c'est ce que je vous ai montré ici. On bloque, pour le cas 1b, on bloque une rotation et on laisse libre les 2 translations, c'est carrément possible de le faire. Ça s'appelle une liaison double glissière, donc... alors, je réponds à ta question juste après, ça s'appelle une liaison double glissière, mais ce ne sera pas une liaison qui sera forcément nécessaire dans le cadre de ce cours. Une liaison, c'est pas une poutre, une liaison, c'est, on va dire, le symbole qu'on voit ici, qui est lié à la poutre. La poutre, c'est la ligne qu'on voit là, et le symbole ici, c'est la liaison cinématique. Hop. Alors, sur cet exemple, du coup, je disais qu'on avait un mécanisme hypostatique. C'est un mécanisme parce que c'est quelque chose qui peut bouger, en fait. Si on réfléchit bien, en fait, cette poutre, elle peut encore très bien aller de droite à gauche. Elle peut aller, voilà, si on s'imagine que c'est des chariots avec des petites roulettes comme ça, on peut très bien s'imaginer faire translater la poutre de droite à gauche assez facilement. C'est le seul mouvement qu'on peut faire de cette poutre. On ne peut pas faire tourner la poutre, puisqu'elle est complètement... on peut essayer d'imaginer comment faire tourner la poutre, mais là ce sera impossible du coup de la faire tourner. Elle est complètement liée par les 2 liaisons, comme ça. Et on ne peut pas évidemment la translater dans la direction verticale. Le seul mouvement qu'on peut faire, c'est une translation horizontale. Mais ça, l'analyse des mouvements d'une poutre ou d'un système de poutre, ce sera des choses qu'on verra plus en détail dans les séances d'après. Pour le moment, on fait juste des bilans de degrés de blocage et de degrés de liberté. Alors, je ne comprends pas pourquoi il reste 1 degré. Il reste 1 degré parce qu'au début on en avait 3 disponibles, et en fait on fait juste un bilan des degrés de liberté. On a
3 degrés de liberté au départ pour une poutre qui est dans le plan. On a les 2 degrés de liberté de translation et le degré de liberté de rotation, qui sont des degrés de liberté quand la poutre, en fait, elle n'est pas liée du tout par des liaisons cinématiques. Mais après, quand on y met des liaisons, quand on accroche des liaisons cinématiques à cette poutre, on commence à bloquer ces degrés de liberté. On bloque un premier degré de liberté avec cette liaison à gauche, et on bloque un deuxième degré de liberté avec cette liaison à droite. On s'attarde pas à se demander quel degré de liberté on bloque, quelle rotation, quelle translation, je sais pas quoi. On fait juste un bilan du nombre de degrés de liberté qu'on bloque ou qu'on laisse. Admettons que l'on donne les axes pour les liaisons glissières et appui simple. Les translations sont bloquées en Y, mais possibles en X et en Z. Alors, je vous rappelle qu'on est dans le plan. Du coup, il n'y a que 2 translations possibles. Soit, alors on peut appeler au début du cours, hein, j'avais dit que, on peut appeler les axes X et Y, mais pour les liaisons glissières appui simple, alors appui simple par exemple ici, les translations sont bloquées en Y. Donc en Y, je pense que tu veux parler de l'axe vertical du coup. Et en X et en Z, donc il y a juste le mouvement en X qui est possible. Mais en Z, en fait, c'est l'axe qui sort de la slide, en quelque sorte, qui vient vers nous. Donc c'est pas... On est dans le plan ici. Donc on s'occupe pas des translations suivant Z. On s'occupe juste de 2 translations en X et en Y. Donc ici, en l'occurrence, effectivement, comme tu dis, la translation elle est bloquée en Y, mais elle est possible en X. Et puis en Z, dans le plan, on s'en occupe pas. Voilà. Alors il y a, je vous en parle pas, mais il y a une manière aussi de définir. Alors il y a une manière de définir dans la 3e dimension aussi un certain nombre de liaisons qui sont beaucoup plus complexes du coup, puisqu'on a non plus 3 degrés de liberté, mais 6 degrés de liberté, donc on a beaucoup plus de possibilités de blocage et de liberté. Alors, comment la poutre peut-elle tourner en appui simple ? En fait, c'est la définition de l'appui simple, c'est juste de laisser la poutre tourner, donc c'est fait avec ce symbole, et ce symbole, il indique juste avec le triangle que la poutre va tourner autour du sommet du triangle. Voilà. Donc la poutre peut tourner autour du sommet du triangle, et peut aller de droite à gauche grâce aux petites roulettes, si vous voulez. Donc on a bien une poutre qui peut faire sa rotation, et puis qui peut faire une translation sur les 2. Et la liaison pivot, je reviens dessus, je vais essayer d'avancer après un peu plus vite parce qu'il nous reste un quart d'heure et qu'il y a encore quelques trucs à vous présenter. La liaison pivot, la seule manière dont elle peut bouger, c'est avec cette rotation. Donc elle bloque complètement les 2 translations. C'est la seule manière de faire bouger cette poutre, c'est la faire tourner autour de ce point-là, du coup, qui est situé au sommet du triangle, et les 2 translations, du coup, sont complètement bloquées. Alors cet exemple, c'est ok, ça s'appelle un mécanisme hypostatique. Donc ça, c'est un mot de vocabulaire qu'il faut connaître, c'est quand on n'a pas assez de degrés de liberté bloqués, et bien on a quelque chose d'hypostatique, et un mécanisme, ça veut simplement dire qu'on peut encore faire des mouvements. Alors ça peut prendre des positions différentes sans se déformer. C'est un système qui est potentiellement instable. Ça veut dire qu'il suffirait qu'on pousse un petit peu ici, en ce point-là, avec notre doigt, pour décaler le système et le faire bouger. Et ça c'est pas, on va dire, c'est pas acceptable pour une structure. On veut qu'une structure soit bien stable. Alors on va analyser cet exemple suivant un peu plus rapidement. On voit ici à gauche une liaison pivot. Donc la liaison pivot qui bloque 2 translations. Là on fait simplement le bilan, hein, on ne se demande pas comment ça va tourner ou autour de quel point, etc. On se demande juste combien de degrés de liberté on bloque. La liaison pivot, par définition de la liaison pivot, ça bloque 2 translations, 2 degrés de blocage. Et par définition de la liaison appui simple, on a simplement 1 degré de blocage. La liaison appui simple, pour rappel, et bloque la translation, ici, suivant l'axe vertical. Le bilan qu'on peut faire, on part de 3 degrés de liberté, comme à chaque fois. Pour une poutre simple, on peut la bouger de 3 manières différentes, on va dire, dans le plan. On peut faire 2 translations et une rotation.
et on enlève du coup les degrés de blocage au nombre de degrés de liberté. Donc on a les 2 de la liaison pivot, et le 1 de la liaison appui simple. Et donc il reste aucun degré de liberté restant pour cette poutre. Alors un système qui a ce type de bilan, ça s'appelle un système qui est potentiellement isostatique. Alors ce système en particulier, il est isostatique, mais pour le moment, quand on fait le bilan du nombre de degrés de liberté et du nombre de degrés de blocage, et qu'on trouve 0, eh bien on a un système qu'on appelle potentiellement isostatique. Alors ce qui est écrit là, c'est que dans un deuxième temps, on peut prouver que c'est un système qui est vraiment isostatique. Isostatique, ça veut dire que c'est une structure qui... en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les structures isostatiques, c'est notre cadre d'étude du cours. Pendant tout le cours de statique de cette année, de ce semestre, on va regarder uniquement des structures isostatiques, et non pas des structures qui s'appellent, après, que je vais vous montrer, qui s'appellent hyperstatiques. Mais les seules structures qu'on peut étudier dans le cadre de ce cours, c'est des structures isostatiques. Donc à chaque fois, il faut se demander si un système donné est un système isostatique, parce que si ça ne l'est pas, eh bien on ne pourra pas l'étudier, en fait. Donc ici, quand on a montré que le bilan était égal à 0, on a juste montré, on n'a pas dit grand-chose de plus que c'est peut-être isostatique. Alors voilà, vous avez pour info, ce qu'on va voir dans le cours suivant, c'est pourquoi cette structure elle n'est pas isostatique, alors que celle-là, elle l'est. Hop. Ensuite, le troisième exemple, la troisième possibilité en quelque sorte, c'est cette possibilité-là. Vous avez une poutre qui est reliée à ces deux extrémités par des liaisons pivots. Une liaison pivot, on fait juste le bilan comme d'habitude, c'est 2 degrés de blocage, et la deuxième liaison pivot, c'est aussi 2 degrés de blocage. Là, vous voyez qu'on bloque beaucoup de degrés de liberté. On fait le bilan, on fait 3 moins les 2 degrés de blocage, moins les 2 autres degrés de blocage, et on a moins 1 degré de liberté restant pour cette poutre. Alors dans ce cas-là, il y a quelque chose qu'on pourrait trouver un peu contre-intuitif, mais ça existe comme type de structure, et en fait cette structure, c'est ce qu'on appelle une structure hyperstatique. C'est quand on a trop de degrés de blocage, quand on a un bilan de degrés de blocage qui est négatif, un bilan de degré de liberté de degré de blocage qui est négatif, il y a plus de liaisons que nécessaire, on va dire, pour bloquer la structure, et on appelle ça une structure hyperstatique. Alors pareil que pour isostatique, hein, on va voir dans le cours suivant pourquoi, selon les mouvements qu'on peut avoir, une structure elle est soit hyperstatique, stable, soit c'est hyperstatique mais instable parce que c'est un mécanisme en fait. Et là, pour info, vous avez un exemple de mécanisme hyperstatique. Bon, ça, on en parlera plus en détail au cours d'après. Alors donc là, on a vu dans un premier temps, on a un peu fait la moitié du boulot, on va dire. On a vu dans un premier temps les liaisons entre une poutre et le plan fixe. Ça s'appelle toutes ces liaisons, appui simple, pivot, glissière, etc. Ça s'appelle les liaisons externes, à chaque fois entre une poutre et un plan fixe, et le plan fixe. Alors, il est possible aussi de relier, finalement, plusieurs poutres les unes aux autres. Et c'est exactement les mêmes liaisons qu'on va utiliser. On va utiliser exactement alors, pas exactement les mêmes termes, mais ça va être complètement équivalent en termes de mouvement, en tout cas. Et ça s'appelle les liaisons internes. Donc les liaisons externes qu'on a montrées juste avant, et les liaisons internes qu'on va regarder dès maintenant. Vous vous souvenez des plusieurs possibilités de blocage, donc soit on bloque 1 degré de liberté parmi les 3, soit 2 parmi les 3, soit complètement, soit les 3 parmi les 3. Quand on bloque 1 degré de liberté parmi les 3, on a laissé libre par exemple une translation et une rotation. Donc ça, c'est en termes de liaison externe, c'est l'appui simple qu'on revoit ici. Et en termes de liaison interne, on représente ça comme ça. Ça s'appelle une liaison bielle, et c'est finalement ce trait ici qui relie les deux poutres à droite et à gauche. La poutre 1, on pourrait dire ici, et la poutre 2 qui est à gauche ici. Et cette liaison, elle permet en fait, dans le cadre des petits mouvements, ça c'est un terme sur lequel on va revenir
Je dis beaucoup de ça, je dirais beaucoup de fois ça dans cette première séance, mais on va revenir là-dessus dans la séance suivante, mais dans le cadre d'un petit mouvement, cette liaison permet du coup de faire un mouvement de translation de droite à gauche entre les deux poutres, et de faire un mouvement de rotation relatif entre les deux poutres autour d'un point précis dont on parlera après du coup. Mais retenez ça, retenez que l'équivalent en liaison interne de la liaison externe à puits simple, c'est cette liaison bielle qui se schématise comme ça. Ok. Alors, on passe directement au cas où on bloque, on laisse libre qu'un seul degré de liberté sur les trois. Avant, on avait la double glissière, mais on n'en a pas besoin dans le cadre de ce cours-là. En termes de liaison externe, on avait la glissière qui se représentait comme ça entre une poutre et le plan fixe. Ici, on représente une glissière en termes de liaison interne entre deux poutres du coup, entre une poutre 1 et une poutre 2, et on représente de cette façon-là la liaison glissière interne. Alors la liaison glissière du coup elle permet d'effectuer juste le mouvement de droite à gauche entre les deux poutres, et on peut pas du coup faire de rotation entre les deux poutres, et on peut pas non plus faire de translation dans l'axe N qu'on voit ici, entre ces deux poutres. Le seul mouvement possible qu'il est possible de faire avec cette liaison glissière, c'est de droite à gauche. Alors retenez pour le moment que cette liaison glissière, interne ou externe, finalement, elle bloque, elle a 2 degrés de blocage finalement. Elle a 1 degré de blocage de translation et 1 degré de blocage de rotation. Donc 2 degrés de blocage. Quand on bloque les deux translations et qu'on laisse libre une rotation, du coup on a une liaison pivot. En termes de liaison interne, on appelle ça une rotule. Alors la rotule en A qu'on voit ici, elle permet du coup de faire tourner. Ouais, pardon. Alors en fait, je vais un peu vite parce qu'il nous reste quelques minutes et je dois juste vous montrer après comment on fait un bilan de liaison. Mais tout ça, en fait, on va pas mal le méditer, on va pas mal y revenir pendant les TD et pendant les cours. Et donc là, pour le moment, pour ce cours-là, on va juste faire des bilans de degrés de liberté, degrés de blocage. Et donc je dois arriver jusqu'à un certain point pour vous montrer ce qu'on va faire à ce TD-là. Mais là, toutes ces liaisons, on va évidemment les rappeler à chaque fois, on va les schématiser dans un coin, on va les rappeler tout le temps, pour bien se les approprier, quoi. Donc cette liaison rotule entre les deux poutres à droite et à gauche permet en fait de faire tourner la poutre de droite autour de ce point-là, et ça permet aussi de faire tourner la poutre de gauche autour de ce point-là, et finalement les deux poutres peuvent tourner les unes, l'une relativement à l'autre du coup, autour du même point. Et puis donc la dernière possibilité c'était la liaison encastrement. En termes de liaison externe, on avait quelque chose comme ça, qui était fixé au plan comme ça. Et en termes de liaison interne, on a simplement, finalement, juste une seule et même poutre. Ça revient exactement au même que de faire une seule poutre. Si on y réfléchit bien, une poutre même droite, on peut la penser comme un encastrement de deux poutres droites qui s'encastrent en un point au milieu, en fait. Donc ça va être une idée qu'on va revoir après, dans pas mal de séances, mais la liaison encastrement, c'est juste finalement une seule et même poutre. Alors maintenant, on va parler de bilan global pour un système de plusieurs poutres reliées avec des liaisons internes et reliées au plan du coup par des liaisons externes. On va faire ce qu'on appelle un bilan des degrés de liberté et des degrés de blocage. On va appeler P le nombre de poutres des systèmes qu'on va étudier, et I le nombre de degrés de blocage des liaisons internes. On va appeler E le nombre de degrés de blocage des liaisons externes, et puis en ayant défini ces trois nombres, on va pouvoir faire des bilans de degrés de liberté. Dans un encastrement, si la poutre n'a aucune liaison, elle a donc les 3 degrés de liberté. Alors ce qu'on regarde ici, c'est le degré de liberté d'une poutre par rapport à une autre. Quand on fait un encastrement entre deux poutres, finalement, on bloque complètement le mouvement d'une poutre par rapport à sa deuxième poutre, à la deuxième poutre à côté du coup. Par exemple, si je vous mets une liaison rotule,
vous pouvez encore faire un mouvement de rotation de la deuxième poutre relativement à la première. Et après, effectivement, vous pouvez prendre ces deux poutres et les bouger dans toutes les directions du plan, en fait. Parce qu'elles n'ont aucune liaison elles ont aucune liaison externe pour le moment. Alors justement, quand on regarde par exemple, alors là je vais aller assez vite, mais vous pourrez y revenir après si vous voudrez. L'exemple suivant, on a 3 poutres ici. Quand on dénombre un peu tout ce qu'on a, on a 3 poutres reliées par 3 liaisons rotules. Le nombre de degrés de liberté de ces 3 poutres, alors le nombre de poutres c'est P, donc on a 3 degrés de liberté par poutre. On fait un bilan des degrés de liberté de toutes nos poutres, c'est égal à 9, et on fait un bilan du nombre de degrés de blocage de toutes les liaisons internes. Donc ici on a 3 liaisons rotules, chacune de ces 3 liaisons rotules elle a 2 degrés de blocage, et donc le bilan global des degrés de blocage des liaisons internes c'est égal à 6. Et on a du coup, si on fait le bilan, on a 3 degrés de liberté restants pour ce système. Si on y réfléchit bien, ces 3 degrés de liberté restants, c'est les degrés de liberté d'un corps rigide dans le plan. On peut prendre ce triangle qui est composé des 3 liaisons rotules et des 3 poutres, et puis on peut le déplacer n'importe où dans le plan, puisqu'il n'y a pas encore de liaison avec l'extérieur, avec les liaisons externes. Alors, je passe là-dessus, mais c'est un peu la même idée. Si vous avez un objet comme ça qui est composé de 2 poutres et d'une liaison rotule, on a 4 degrés de liberté restants pour ce système quand on fait le bilan. Et ce système, on peut non seulement le bouger dans toutes les directions du plan et on peut le tourner sur lui-même, mais on peut aussi faire des mouvements qui sont internes à lui-même. On peut aussi faire tourner cette poutre par rapport à celle-là, en plus de pouvoir déplacer ce système dans l'ensemble du plan et de pouvoir le faire tourner sur lui-même. Donc 4 degrés de liberté, c'est un mécanisme, et donc voilà, l'idée qu'il faut retenir, c'est celle-là. Alors là, je passe là-dessus assez rapidement, vous y reviendrez probablement en TD, je pense, mais c'est le cas des liaisons doubles, où si on représente comme ça une rotule entre 3 poutres, en fait, ça équivaut à une rotule entre les deux premières, et en plus une rotule entre les deux suivantes. Donc voilà, pour le dénombrement des liaisons, vous pourrez peut-être voir ça en TD, il y aura peut-être des cas comme ça. Si on regarde l'exemple suivant, on a du coup, alors là, 6 poutres, du coup, dans ce système, et on a 8 liaisons rotules, qui sont dues au fait que on représente des liaisons rotules superposées entre 3 poutres, ce qui fait qu'il y a donc 4 rotules x 2, donc ça fait 8 rotules en tout. Si on fait le bilan des degrés de liberté et degrés de blocage, on a 2 degrés de liberté restants, on a un système qui est beaucoup trop restreint en quelque sorte, et qui est donc hyperstatique intérieurement. Alors, la conclusion et ce qu'on va faire pendant ce TD, du coup, on y arrive, on va faire les bilans, finalement, de tous ces degrés de liberté, degrés de blocage. On fait à chaque fois le même calcul pour essayer de caractériser la structure qu'on va regarder. On compte le nombre de poutres, qui est donné sur le schéma en fait de la structure. Ce sera notre chiffre P. On comptera le nombre de degrés de blocage interne, qui est dû aux liaisons internes, et on comptera à la fin le nombre de degrés de blocage externe dû aux liaisons externes. Pardon, à chaque fois, on fera toujours le même calcul, 3P moins I moins E, et selon le résultat de ce calcul, selon qu'il est positif, négatif ou égal à 0, eh bien on va pouvoir en conclure un certain nombre de choses. Par exemple, s'il est positif, on va pouvoir en conclure que c'est un mécanisme, qu'il est potentiellement instable, ça veut dire qu'il suffit d'appuyer un peu dessus pour le faire bouger et le déformer complètement. Si on a égal à 0, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que le système sera potentiellement isostatique, et dans le cours suivant, on différenciera du coup ces deux cas-là. Pour le moment, on va juste conclure à cette séance que ce sera potentiellement isostatique. Et puis, si on a un bilan qui est inférieur à 0, on va avoir un système hyperstatique du coup. Et donc avec, pareil qu'avant, deux possibilités. Soit on a quelque chose de stable, soit on a un mécanisme qui, pour le coup, sera instable. Mais ce qu'on va se contenter de faire déjà, c'est reconnaître les liaisons d'un système donné, faire le bilan degré de blocage, degré de liberté, et puis en conclure simplement les 3 points ici qu'on voit,
sans aller dans le détail des deux points suivants. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire, au TD. Alors je pense on peut s'arrêter là. Pour mon groupe, on se retrouve dans 5 minutes, hein, je pense, pour le TD. Et puis voilà, n'hésitez pas, je laisse le chat encore quelques minutes, mais n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas reçu les liens pour vos groupes de TD. Voilà, normalement tout devra bien se faire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre attention du coup, et puis mon groupe on se retrouve juste après. A tout de suite. Au revoir.